Salut à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver le samedi sur la chaîne Basket Session Reverse. C'est le jour où on répond à toutes vos questions. À mes côtés, Théo et Shai. Shai qui, comme d'habitude, nous a sélectionné des questions. Shai, écoute, on va te laisser tout de suite la parole. Tout à fait. Il y en a une que je vais commencer par imposer parce qu'elle nous vient de notre camarade Pierre Armand Samama, ton binôme Théo du week-end du dimanche. Une fois de temps en temps, il nous aura une petite question pour participer. On va la lire aujourd'hui parce qu'elle est très sympathique, évidemment. Donc on commence. Pierre Armand nous demande, et vous demande, si vous deviez demander au Père Noël un cadeau en rapport avec le basketball, quel serait-il? Alors il y a des précisions, hein, c'est Pierre Armand, vous doutez bien qu'il a agrémenté la question. Budget 300 euros. Vu que vous avez été plutôt sage cette année, à part Antoine qui a volé le bowler quiz et qui aura juste une enveloppe de 9,99 € et Ah un merde. hot dog au stade Gerland. Alors Pierre Armand est encore au stade Gerland. Voilà. Je suis pas sûr qu'en plus au stade avec 9,99 à notre époque chez le hot dog. Alors à Gerland, enfin au Groupama Stadium maintenant, je sais pas, mais alors aux États-Unis, non, c'est sûr que non. Les hot dogs à 25 $, c'est sûr que non. Sans place de match, évidemment. Ça peut être un maillot, des chaussures ou des places pour un strip club de Miami, bref, ce que vous voulez. Alors, en lien avec le basket, qu'est-ce que vous offririez? Je pense que je veux pas vous souffler, hein, mais c'est peut-être là le moment de faire un peu de promo. Moi, avec à 300 balles, je pense que je prends un maillot, mais après, je les porte pas, les maillots, tu vois. C'est ça le truc. C'est que je les porte pas, je les kiffe. J'aime bien. Des fois, tu sais, de manière random, je vais sur eBay, je regarde ces maillots d'anciennes équipes, tu sais, de joueurs, un peu même de maillots de fac, tu sais, des maillots qui vont sortir un peu du lot, qui vont sortir de l'ordinaire, mais après, je les porte très peu. Euh, mais peut-être un maillot ou pour un aspect plus pratique, mais ça coûtera pas 300 balles, un short, parce que ça, pour le coup, je pense que je vais le porter. Les shorts NBA, j'aime beaucoup le short des Grizzlies avec le maillot rétro, là, le short rétro des Grizzlies. Voilà. Alors Antoine n'a pas du tout saisi la subtile pique de Shai. Donc au-delà de prendre 10 exemplaires du livre GOAT, qu'est-ce que je prendrais pour 300 euros? Écoute, ça serait pas pour moi, mais je prendrais la paire de chaussures de Paige Bakers qui vient de sortir. Parce que j'ai été épaté du tarif. Je t'avoue que je m'attendais pas du tout à ce type de prix. Je sais pas si ta mémoire, je sais pas, Elles je sont sais à que c'est pas combien? forcément C'est cher ou c'est pas cher? 190 $. C'est énorme. Ouais. Ouais, pour ça, Shai, je sais pas, je sais que t'es pas forcément spécialiste des sneakers, Non. mais que tu t'y connais quand même très bien en basket féminin. Je me demande si c'est pas une des paires les plus chères, tout simplement pour une joueuse. Parce que c'est bien au-dessus des Ionescu, par C'est exemple. plus cher que les Ionescu. Ouais, Mais déjà, c'est plus cher que les joueurs, les mecs. Tout Ouais. court, c'est le prix des LeBron, là. Ouais, Tu mais, touches un mais peu, ça, là, sur Paige Bakers. ouais, mais il y aura pas de problème parce que je veux dire, la fanbase de Yukon est tellement fidèle et suit tellement de bout en bout que ça va acheter. Et puis Paige Baker, c'est déjà une icône chez les jeunes. À mon avis, ça va bien marcher, hein. Mais alors, j'avoue que je connaissais pas le tarif. Ça me paraît, c'est effectivement très élevé. Ouais, elles sont sorties le 7 décembre. Non, elles sortent demain. Mais je crois que le tarot a été annoncé. Enfin, elles sortent aujourd'hui, pardon, puisqu'on est samedi. Mais je crois que le tarif a été annoncé cette semaine de ce qu'on m'a glissé dans l'oreille. Ouais. Alors moi, ce que je ferais de manière totalement, comment dire, égoïste, j'offrirais, tu sais, je sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a les trucs qui s'accrochent dans les toilettes, les petits paniers avec les tapis par terre là. Oui. Ah, j'en mettrai un, ça coûte 10 € et je garderai le reste du budget offert par Pierre Armand pour faire d'autres trucs. Voilà. Pour aller voir, vous pouvez aller voir presque combien? Attends, parce j'ai vu cette semaine qu'il y avait des places pour aller voir les Pelicans qui commençaient à 2 $. Ah, 2 Tu peux dollars. Les quasiment Sixers t'acheter aussi, j'ai 2 vu ça. saisons complètes. Ça peut être utile aussi pour voir les équipes adverses, pas mal. Bonne idée. Voilà. Si vous avez des suggestions dans les commentaires, évidemment, peut-être des trucs que vous offrirez vraiment pour Noël, ou que ce soit pour vous ou pour vos proches, n'hésitez pas à nous les communiquer. On enchaîne avec une question d'Alban. Pour certains, l'élément déclencheur de notre passion commune est à n'en pas douter la Dream Team de 92. Pour ma part, et c'est clairement lié à l'âge, étant de 86, ma Dream Team à moi fut celle de 96. J'ai encore les VHS chez mes parents et de tous leurs matchs commentés entre autres par Richard Dacoury. Je les ai vus et revus à tel point que près de 30 ans après, je me rappelle encore des actions et des commentaires, notamment de la finale contre la Yougoslavie de Divac et Paspalj. On parle toujours des équipes de 2008, 2012, 2016 dans une moindre mesure, comme des plus belles équipes jamais alignées par les États-Unis hors 92. Mais j'ai personnellement toujours été incroyablement choqué, même blessé, je vous avoue, de ne jamais entendre parler de celle de 96 et je trouve ça terriblement injuste. Je vous rappelle sa composition: Barclay, Hill, Grant Hill, Penny Hardaway, David Robinson, Scottie Pippen, Mitch Richmond, Reggie Miller, Karl Malone, John Stockton, Shaquille O'Neal, Gary Payton et Hakeem Olajuwon. Suis-je le seul à ne pas comprendre le désintérêt général à l'égard de cette équipe?
Je ne suis peut-être pas très objectif et c'est le petit garçon de 10 ans avec des étoiles plein les yeux qui parle, mais je pense sincèrement qu'elle mérite un peu plus de considération. Y a-t-il une explication que je n'ai pas? Théo, c'est plus pour toi, je pense. Hein. Ouais. Non, bah déjà, ils sont passés derrière celle de 92, donc bah, il y avait forcément de l'engouement. C'est vrai qu'à l'époque, on appelait ça Dream Team encore. C'est comme ça que comment dire, tout le marketing a été fait autour de cette équipe, c'est la Dream Team 2. Après, c'était pas particulièrement bien comporté sur le terrain, donc je pense que ça avait déjà dû refroidir un petit peu certains observateurs. Je crois que l'ambiance au sein de l'équipe était assez détestable aussi de ce qui est sorti par la suite. Après, voilà, sur le roster, bah, c'est énorme. C'était assez fou de voir Olajuwon aussi jouer avec Team USA, parce qu'il avait joué, il me semble, hein, pour le Nigeria par le passé. Il y avait une histoire de que c'était pas sûr qu'il puisse être qualifié pour jouer avec Team USA. Finalement, ça a été le cas. Mais ouais, voilà, je pense qu'il y a ça. C'est passé après celle de 92. 92, il faut se rappeler aussi qu'un des effets qui ont été énormes, c'est tout simplement que les matchs étaient à l'heure européenne. Donc nous, on a pu voir tout ça en direct à la télé. Là, c'était à nouveau la nuit, donc c'était à nouveau pour les fans hardcore de basket, alors qu'en 92, ça avait touché tout le monde, en fait. Donc je pense que c'est des éléments de réponse, peut-être. Ouais, c'était très très possible. C'était une équipe coachée par Lenny Wilkens. Je suis en train de regarder avec un coaching staff où figurait également Jerry Sloan. Moi j'en ai un souvenir plutôt bon, mais moi enfin, c'était parce qu'il y avait Penny Hardaway et Shaquille O'Neal en même temps, les deux du Magic. Je me souviens des matchs à la télé. Bon, c'est vrai que ça n'a pas eu le même impact, mais après on a eu les histoires de l'ambiance un peu moyennasse, un peu pas la même aura que la Dream Team, tout simplement. Je pense que ça s'explique par les trucs que tu as dit, Théo. Elle n'est pas restée iconique. Et bon, puis il n'y a pas Michael Jordan dedans non plus. Ça peut aussi expliquer tout simplement pas le désamour, mais peut-être le manque d'intérêt par rapport à d'autres équipes. Je sais pas. On enchaîne avec une autre question qui nous vient de... Allez, on va faire un petit start bench cut, une série de start bench cut tout de suite. Je sais que vous aimez bien. Le classique. Proposé par Aurélien. Intitulé Légende, voilà. Spécial années 80 pour le premier start bench cut. Larry Bird 1986, Magic Johnson 1987, Michael Jordan 1988. Qui est-ce que vous startez, benchez et cutez? Moi, c'est compliqué pour moi. C'est dur. Après, avec ce que tu as... C'est le Jordan de 88 Jordan de 88. C'est 86, 87, 88. Bird 86, Magic 87 et Jordan 88. Bah, je vais prendre les joueurs qui m'ont le plus fait kiffer. Je vais prendre Jordan de 88, c'est juste c'est monstrueux. Je vais prendre c'est dur hein. Même là c'est dur. Mais allez, pour le principe et parce que je porte un sweat des boules, je vais starter Jordan, je vais faire sortir Larry Bird du banc et je vais couper honteusement Magic Johnson. Il a encore des cheveux, Jordan, en 88 ? Est-ce qu'il a encore des cheveux? C'est le moment où il commence à se raser le crâne. C'est entre 88 et 89 de mémoire. Okay. Moi, j'aime bien le Jordan qui a des cheveux. Mais il en a encore un petit peu. Concours de dunk et tout. C'est court, hein, mais c'est pas... La justification du start bench c'est la plus folle. Il y a pas de il nous a pas demandé de critères purement en basket, donc tu peux y aller sur les cheveux. C'est l'année où Jordan il met 60 et quelques points contre les Celtics, c'est 86, c'est ça? En playoff. C'est quand il revient de blessure. Moi j'aime bien ce Jordan là. 85, 80. C'est ça. C'est à son retour de blessure en 86. Okay. Parce que tu vois, moi, ce Jordan-là, j'aime beaucoup. Celui-là, il me fait kiffer. Mais bon, vas-y, pour le principe, du coup, je vais start Jordan. Après, entre Magic et Bird de ces époques, j'en sais rien, en fait. Je sais que les Celtics de 86, c'est très lourd. Donc, allez, peut-être je vais bench Larry Bird et je vais cut Magic Johnson. Mais... Juste pour rappel, le Jordan de 88, c'est celui qui fait MVP, meilleur défenseur de l'année, MVP du All-Star Game, il remporte le concours de dunk et meilleur scoreur, bien entendu. Ouais, il est énorme. Moi, quand même, je starte Larry Bird, parce que je reste persuadé que si j'avais grandi à cette époque-là, j'aurais adoré le joueur. Dans l'espèce de rivalité, enfin dans la rivalité Bird-Magic, je pense que je préfère le côté un peu franc du collier de Bird et un peu taiseux, et même le style de joueur, je trouve incroyable. Donc
Start Larry Bird, bench Jordan et cut Magic Johnson. Magic est coupé 3 fois quand même. Ça ferait péter des plombs un certain nombre de la rédaction s'ils écoutaient ce podcast. Exactement, je pense qu'on se ferait tirer les oreilles. Voilà. Je pense que c'est même possible et que méfiez-vous. Hein. Moi, je vous conseille de vous retourner dans la rue et de faire attention, c'est des voitures qui vous suivent. Et il y a une spéciale MJ derrière avec toujours ce fameux Jordan 88, le Jordan 92 ou le Jordan 96. Il faut rappeler à nos auditeurs qu'on n'a pas tous l'âge de Théo. Hein. C'est clair. Et moi, je vais starter celui de 92 parce que c'est celui qui m'a rendu amoureux du basket à vie. Je vais suivre avec celui de 96, plus abouti, et je vais finir avec. Et ouais, je vais couper celui de 88, alors même si c'était monstrueux. De toute façon, tu peux les mettre dans l'ordre que tu veux là. Moi, je vais faire 88, 92, 96. 88 parce que j'aime bien l'époque où il gagne pas. 92, en fait, le Jordan de 96, là, moi, c'est pas le deuxième tripit, c'est pas le Jordan, c'est pas l'équipe des Bulls qui me passionne le plus personnellement à titre purement individuel, donc je vais le cut. Moi, je le start parce que c'est celui que j'ai vu, juste pour ça. C'est le seul Jordan, outre le Jordan des Wizards évidemment, que j'ai vu. Donc Jordan 96 en start, Jordan 92 en bench et Jordan 88 en cut. Voilà. Lakers sidekick front court pour la suite. Attention. Donc que les numéros 2 des Lakers. James Worthy, Pau Gasol, Anthony Davis. Moi, je start Gasol, je bench Worthy, je cut Anthony Davis. Ça a été rapide. Tout comme Antoine. Ah, je crois que... Ouais, pareil. Pareil, même chose. On est raccord là-dessus. Celui-là est spécialement pour Antoine. Enfin, spécialement pour Antoine, non. Blazers Dilemme, il a appelé ça. Ok. Bill Walton, Clyde Drexler, Damian Lillard. C'est l'affect. Ouais, oui, c'est on nous demande aucun critère, donc tu as le droit, ça peut être la coupe de cheveux, ce que tu veux. Non, les cheveux, c'était pour Jordan. Je start Lillard. Je bench Clyde Drexler, que j'ai plus vu en fait. Parce que pour le coup, des Blazers, les finales 92 contre Jordan, celles-là, je les ai regardées sur YouTube. Donc je vais mettre Drexler en bench et je vais cut Bill Walton. C'est trop vieux les années 70. Moi, je vais starter Bill Walton parce qu'il a rapporté un titre aux Blazers et que j'aime bien le personnage en fait. Je retombais cette semaine là sur Blue Sky, là, quelqu'un qui partageait une photo de Bill Walton à la fac qui faisait exprès de se faire arrêter par la police parce qu'il manifestait pour la lutte pour les droits civiques. Donc pour tout ça, je vais starter Bill Walton. Je vais prendre Drexler en 2 que je vais sortir du banc parce que même si j'étais pas forcément un fan ardu de Drexler durant sa carrière, je trouve que c'est vraiment un joueur qui est sous-coté maintenant, dont on parle quasiment jamais. Et même il y a une espèce de consensus autour du fait que Damian Lillard soit le meilleur Blazer de tous les temps. Je pense pas que ce soit forcément le cas. Et je vais... Non, j'allais t'interrompre pour dire peut-être que dans GOAT, ce n'est pas Damian Lillard le meilleur Blazers de tous les temps. Voilà. Je me rattrape. Pardon Théo, du coup je t'ai coupé en plein raisonnement. Non, mais je vais couper Damian Lillard que j'aime beaucoup par ailleurs et qui m'a vraiment fait kiffer durant toute sa période de Portland. Et donc voilà, mais je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Moi aussi, j'ai envie de starter Bill Walton aussi. J'ai envie de starter Bill Walton. Au niveau de défense des droits civiques et tout, ultra sous-coté, ultra méconnu par rapport à d'autres. Il a fait des trucs assez dingues, notamment de par sa position qui était pourtant pas celle qui rendait ces choses-là confortables pour lui. Et après, je bench Damian Lillard quand même. Forcément, là pour le coup, on l'a beaucoup vu jouer et on a assisté à ses plus belles perfs. Et Clyde Drexler, j'ai vu la fin, j'ai vu la deuxième partie plutôt de carrière. Donc je le cut. Il nous en reste un. Sidekick Dynasty. Comme son nom l'indique, vous verrez que ce sont là aussi des deuxième ou troisième options. Klay Thompson, Manu Ginobili, Kevin McHale. Oh, facile. Allez, moi, je vais starter Ginobili, qui est un de mes joueurs préférés de tous les temps. Je vais sortir Klay Thompson du banc, qui est un de mes joueurs préférés de tous les temps. Et voilà. Et je vais couper Kevin McHale, joueur incroyable, extraordinaire, mais voilà, il m'a pas fait kiffer autant que les deux autres. Exactement pareil. Gino, Klay et McHale. C'est difficile de faire autrement. McHale, il y a des choses admirables chez lui aussi, hein, mais bon, pareil, là je l'ai pas vécu, mais
les deux autres joueurs, on les a quand même beaucoup vus, on a pu un peu vibrer avec eux. Donc Ginobili, Klay Thompson et Kevin McHale après. Voilà pour ces start bench cut. Merci Aurélien. Super, ouais. Merci beaucoup. Très cool. J'enchaîne avec une question très simple qui nous est posée par Paul. Quelle est la série de playoffs dans l'histoire dont vous aimeriez changer le résultat? Voilà. Si vous pouviez changer le résultat d'une seule série de playoffs qui pourrait peut-être changer le cours de l'histoire ou simplement vous donner satisfaction, hein, vous pouvez choisir ce que vous voulez. La première qui me passe en tête, parce qu'il faudrait que j'y réfléchisse vraiment. La première qui me passe en tête, et j'en ai déjà parlé, je ne sais plus si c'était avec vous ou si c'était avec Pierre Armand, c'est le shoot de Kawhi Leonard qui rebondit sur le cercle avant de traverser le filet face aux Sixers. Parce que j'aimais vraiment cette équipe des Sixers et je serais curieux de voir si elle aurait effectivement réussi à sortir de l'Est, ce qu'elle aurait donné face aux Warriors avant les blessures coup sur coup de Kevin Durant et de Klay Thompson. C'est la première qui me vient à l'esprit comme ça. C'est même pas tant que j'aurais voulu absolument que les Sixers soient champions, parce que j'adorais cette équipe des Warriors, mais je suis vraiment curieux de savoir ce que ça aurait donné et ce que ça aurait changé potentiellement pour l'histoire de ce club, quoi. J'en ai deux. J'ai la même année les Blazers qui battent les Warriors pour aller en finale, juste pour le kiff d'avoir vu Damian Lillard en finale. Mais sinon, plus sérieusement, 2011, finale de conférence, Chicago, je les aurais fait battre Miami. Et ça m'aurait très intrigué de retrouver Derrick Rose, Joakim Noah en finale contre les Mavs. Voilà. C'est peut-être c'est clair, putain, bien vu ça, très très bien vu. Ouais, j'avoue. Moi, c'est pas une finale, c'est pas une série serrée du tout, hein, mais je vais totalement changer le résultat. C'est les finales NBA 95, Orlando contre Houston. Ils se sont fait sweeper, les gars. Ils se sont fait sweeper, donc c'est pas genre, tu vois, Théo, t'as ton truc avec Kawhi, c'est une série serrée. Non, bah oui, moi je veux que le Magic avec cette équipe-là, peut-être qu'en gagnant un titre, qui sait, peut-être que Shaq et Penny auraient pu continuer, que ça aurait donné des choses différentes. Donc voilà, tout bêtement, très égoïstement. Et sinon, en y repensant comme ça très rapidement, peut-être une série avec les Nets de Jason Kidd ou les Sixers d'Iverson. Peut-être tu gagnais un titre. En fait, mais je pense surtout à des finales. En fait, c'est peut-être pas le bon raisonnement parce qu'il y a d'autres séries qui méritaient, mais voilà, tout égoïstement le Magic en 95, qui s'est quand même fait sweeper. Question de Ghislain. Sans vouloir dévaloriser le niveau de jeu de Trae Young, que je trouve excellent dans l'organisation du jeu des Hawks, est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister à une prise de pouvoir de Jalen Johnson à Atlanta? À chaque match que je regarde des Hawks, il est excellent, et j'ai l'impression que Trae Young lui-même est en train de le comprendre en l'alimentant encore plus. Quel est votre avis sur le sujet? C'est une bonne question et je suis partagé sur la réponse. J'arrive pas encore à ça. Ça m'est déjà arrivé de me poser la question de savoir. Et je pense que je pars dans tous les sens. Je pense que c'est justement la richesse des Hawks, c'est qu'ils vont pouvoir à un moment se poser la question de est-ce qu'on a vraiment besoin de Trae Young? Est-ce que c'est vraiment la pierre de notre projet? Mais je pense quand même que Trae Young, si Jalen Johnson est aussi bon, c'est parce qu'il y a Trae Young plutôt que l'inverse en fait. Et qu'aujourd'hui, Trae Young, même s'il est maladroit en attaque, même s'il crée une espèce de gravité autour de lui qui n'est pas celle de Jalen Johnson, qui d'ailleurs, je pense, n'est pas amené à être une première option en fait, Jalen Johnson. Je le trouve excellent, j'aime beaucoup ce qu'il apporte. J'adore sa qualité de passe pour son profil, pour un mec quand même qui est normalement dans ce genre de profil un peu trendy, athlétique. T'as pas toujours cette qualité de passe. Donc il y a plein de choses que j'aime bien chez Jalen Johnson, mais j'aurais un peu peur si une attaque tournait autour de lui. Et je pense que c'est plus lui qui profite de la présence de Trae Young que l'inverse. Il n'a pas le shoot à 3 points suffisamment fiable aussi encore aujourd'hui pour vraiment, par exemple, tu vois, je ne l'imagine pas faire les trucs que fait Anthony Edwards où tu te crées ton shoot en step back à 3 points et tu te mets à tourner à 35-40% à 3 points comme ça. Je ne vois pas ça chez Jalen Johnson. Donc je continue de penser que Trae Young est quand même le morceau central du projet. Par contre, s'il devait y avoir une transition à un moment, tu peux donner peut-être l'équipe à Jalen Johnson pour le faire un peu évoluer, mais je ne pense pas que son avenir en NBA s'écrive autour de ça, d'être une première option. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit, Antoine. Et même limite, ce que j'aimerais bien, pour moi, le scénario idéal peut-être pour les Hawks, c'est si effectivement la montée en puissance de Jalen Johnson, qui est vraiment impressionnant, permettait à Trae Young
de changer un petit peu ce qu'est son identité de joueur aujourd'hui et de devenir plus un distributeur parce qu'il a un sens de la passe qui est exceptionnel. Il représente un danger à 3 points qui fera que les défenses seront toujours obligées de le respecter. Et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que c'est cet impact-là, cet effet-là pour les Hawks, et ce que je trouverais hyper intéressant. Et c'est fou parce qu'en fait, des joueurs comme Trae Young qui ont un sens de la passe hors norme, quand ils arrivent en NBA, quand même, le chemin le plus court pour aller chercher ton argent et avoir un statut de All-Star, c'est quand même de devenir un scoreur. Je me rappelle de D'Angelo Russell. Antoine avait écrit un papier dans Rivers quand D'Angelo Russell était encore à l'université. Ouais. Et sa grande force, c'était son sens de la passe. Et on se disait justement, il sort du lot parce que il s'en fout de mettre des points, c'est avant tout un passeur. Finalement, j'ai l'impression que c'est un élément de son jeu qu'il a complètement gommé. Alors c'était sa principale force. Il faisait des passes dingues à la fac. Hein. Main gauche. Non, mais les passes avec rebond, là, Enfin, c'est vrai que j'y avais jamais repensé, mais D'Angelo, c'est devenu un peu un scoreur, plus un scoreur qu'un passeur, tout bêtement. Hein. Tu veux qu'on me dise les termes plus c'est devenu un joueur de merde. Alors que non, mais c'est vrai, c'était un joueur tellement kiffant à la fac. Il avait tout, le nom, la dégaine. Ouais, c'est vrai. Quelle déception. Donc si ça pouvait permettre à Trae Young de devenir peut-être moins scoreur, mais plus distributeur, et que ça lui permettait aussi d'avoir une efficacité dans le tir plus accrue, en fait, en ayant un gros volume de tir, je pense que ça serait top pour les Hawks. Mais par contre, Ghislain a raison sur le joueur, comme toi, hein, Antoine, je suis pas certain que ça puisse être une première option. Par contre, même il y a 2 ans, on n'imaginait pas même l'an dernier, quand vraiment il commençait à enchaîner les matchs de très haut niveau, on avait du mal à savoir si ça pouvait devenir la norme, mais là, il confirme complètement, quoi. Moi, je l'adore, et c'est une évolution que j'ai pas du tout vu venir parce que à la fac, on en parlait déjà un peu parce qu'il était à Duke et que tous les prospects de Duke, les 5 étoiles, sont très observés, sauf que lui, je sais pas si vous vous souvenez, mais en plein milieu de la saison, genre, il a joué une dizaine de matchs, 10-15 matchs, et il a dit j'arrête. Je me préserve pour ma carrière, pour la draft et tout, et il a arrêté en plein milieu de la saison. C'était l'une des dernières de Coach K, je crois, et je me suis dit c'est quoi ce mec, ça va jamais marcher. Et en fait, là, je suis en train de me demander, je pense pas j'ai pas l'impression qu'il puisse être une première option quelque part, mais c'est pas très grave. Par contre, je suis en train de me demander si les Hawks peuvent finalement ne pas être une équipe qui est articulée autour de 2 joueurs, sans qu'il y ait l'exemple parfait de Boston, où certes, il y en a un qui est peut-être un peu plus soit médiatisé, soit respecté que l'autre, mais les deux fonctionnent très très bien ensemble depuis des années. J'aime bien maintenant ce modèle un peu où on a l'impression qu'il y a 2 mecs, la Banchero Wagner, Tatum Brown. Pourquoi pas, ça pourrait très bien être Young, Johnson, allez savoir, je sais pas. Il y a Rizaché dans l'équation aussi qui va prendre un peu d'expérience au fur et à mesure, mais je le trouve, ce joueur, j'ai l'impression qu'il n'a pas fini de progresser en plus. C'est-à-dire qu'il a très peu d'expérience universitaire, il a mis un peu de temps à éclore en NBA, et en plus il a été blessé. Je le trouve hyper étonnant et je pense qu'il n'a pas fini de casser son plafond. Voilà. Yeah. Question suivante. Alors, ça nous vient de Robler qui a un petit message qui nous dit « Tel des psychologues, vous me permettez de me comprendre un peu mieux. Lecteur et auditeur depuis des années, je ne rate aucun de vos MOOC ou podcasts. Présent au quotidien, vous êtes une source d'inspiration énorme, ce qui se retranscrit même dans ma manière de penser lors de mes interventions au jour le jour. J'ai une question justement pour me comprendre mieux. Étant fan des Pistons et des Spurs, ces 2 équipes sont les équipes que je supporte à chaque fois qu'elles rencontrent un adversaire. Mais en ce qui concerne les 28 autres équipes de la Ligue, mon rapport est extrêmement fluctuant. Exemple, j'ai adoré les Celtics de Rondo, Pierce, Garnett, Allen, mais je n'aime pas l'équipe actuelle. J'ai adoré les Pacers de l'ère Artest, O'Neal, George West, Hibbert, puis ceux de George West et Hibbert, mais je ne prends plus aucun plaisir avec l'équipe actuelle. J'ai plusieurs exemples d'autres franchises, les Knicks, les Suns, et c'est pareil pour toutes les autres. Qu'est-ce qui explique, si vous vivez la même chose, un revirement de situation pareil sur les autres équipes? Est-ce que ce sont les joueurs qui sont en place, la manière de jouer au basket, la sensibilité de chacun d'entre nous, l'expérience pro ou familiale, le fait qu'il y ait des Français ou non? Souvent, je kiffe une équipe et puis la saison suivante, c'est exactement l'inverse. Est-ce que ça vous fait ça aussi, les gars? Oui, moi oui, mais parce qu'en fait, on a un rapport qui est complètement différent, notamment du foot ou de la manière dont on supporte en Europe. Alors, je sais qu'il y a des gens aujourd'hui en France qui ont le même type de supporterisme, oui. Ça existe ce mot, vis-à-vis des franchises NBA, mais dans le fond, on n'a pas cette culture, on ne grandit pas au sein d'un milieu où tu as la famille qui est pour telle équipe, ce qui peut être le cas pour le foot plus facilement, vu que nos parents, tu vois,
si tu peux être dans une famille de footeux ou un autre sport, je prends l'exemple du foot, là on n'est pas dans les villes, donc on n'a pas un attachement, on découvre tout ça et on le découvre à travers quoi? À travers des équipes et à travers des joueurs. Bon, ça peut aussi s'appliquer au foot, hein, mais c'est finalement un peu comme ça que tu crées ton truc. Et je pense qu'en NBA, nous, de loin, on a moins ce truc de s'attacher forcément à une franchise et de se dire je vais aimer que cette franchise, quoi qu'il arrive, quels que soient les joueurs qui y passent. Surtout vu le turnover qu'il y a maintenant de plus en plus en NBA. Moi, tu vois, on parlait des Bulls de Rose et moi, j'ai adoré les Bulls de Derrick Rose et Joakim Noah. J'étais à fond derrière eux. Et aujourd'hui, je peux pas regarder un match des Bulls. Tu vois, c'est à un moment, il y a des trucs. Faut se respecter, tu vois. La vie est trop courte. Ouais, voilà. Mais je pense que c'est logique. Et du coup, on a des affinités en fonction des histoires des mecs, en fonction du groupe en place, de la manière de jouer, un peu tous les éléments qui ont été donnés d'ailleurs, les pistes. Je pense que ça, c'est aussi simple que ça. Ouais, moi je partage, c'est pareil. Enfin voilà, encore une fois, je porte un sweat des Bulls. C'était mon équipe que j'ai kiffé quand j'étais ado, quand j'étais gamin. Mais voilà, c'est-à-dire que je garde un œil sur ce qu'ils font, mais si j'aime pas l'équipe, j'aime pas l'équipe. Là, c'est comme toi, Antoine, cette équipe m'intéresse pas. À l'inverse, par exemple, les Nuggets ou les Hawks. Enfin, les Hawks, j'aimais bien quand il y avait Wilkins, mais après, j'en ai jamais rien eu à foutre des Hawks ni des Nuggets de toute ma vie. Et c'est deux équipes, voilà, avec Jokic, j'adore Denver et je me régale de regarder les matchs de Denver. Et cette année, je trouve que les Hawks, en plus, avec l'arrivée de Zachary, ils sont vraiment kiffants à voir jouer. Mais tu m'aurais dit ça même l'an dernier, jamais je t'aurais dit que j'allais mettre le League Pass en me posant la question, est-ce que je regarde les Hawks ou est-ce que je regarde, je sais pas, un Miami-Boston. Maintenant, je me pose la question parfois par pur kiff, en fait. Donc moi, je trouve ça assez normal. Après, ça me gêne pas, hein, les gens qui ont une franchise, les franchises qu'ils aiment, c'est une autre manière d'aborder le sport. Moi, le truc, c'est que je pense que j'ai toujours aimé avant tout le sport en lui-même, plus que les équipes. Et même parfois que les joueurs, en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça, des fois, tu sais, c'est notre collègue Julien De Schutter, c'est un truc qui lui fait péter un cap quand, par exemple, un joueur est nul pendant une période de l'année, puis à un moment, il est bon, et du coup, quand tu soulignes qu'il est bon, on dit « Ah alors, vous disiez qu'il était nul, non ?» Bah, tu dis « Oui, mais s'il était pas bon à un moment, il était pas bon à un moment. Qu'est-ce que je veux dire ? Nous, on est là pour constater ce qui se passe. » Et c'est un peu pareil pour les équipes. Enfin, moi, je suis les équipes dont j'aime le jeu, dont j'aime les joueurs. Et voilà, je veux dire... je pense, j'ai oublié le nom de la personne qui nous a posé la question, mais ça me semble très normal. Moi, en fait, ça me fait à peu près la même chose que Robler, c'est-à-dire que j'ai ce rapport avec les 28 autres équipes de la Ligue, d'une saison à l'autre. Vous voyez bien, ça fait. Après, moi, j'essaie de rester un peu dans un projet, vous voyez, genre Memphis. Tant que c'est pas mort, je reste un peu dessus. Mais sinon, moi c'est un peu comme au foot, c'est-à-dire que les équipes que j'ai aimées petit, celles qui m'ont fait démarrer là-dessus. Alors moi, c'était Orlando, donc chaque fois je dis je suis un fan saisonnier d'Orlando, c'est-à-dire quand ça va bien, quand c'est l'été sportivement, je suis là et je revendique mon supporterisme pour Orlando, et quand ils sont nuls, j'en parle pas trop, quoi. Mais il y a Orlando et New York parce que j'ai toujours aimé la ville, et voilà, c'est les deux équipes que je vais toujours aimer tout en étant critique dessus, hein, mais il y aura pas de période où je vais pas les apprécier et espérer qu'elles gagnent pas, en fait. Alors que les autres, ça va un peu avec tout ce que vous venez de dire là, et ça dépend des joueurs, ça dépend de la manière de jouer, des époques, en fait. Je pense que c'est très normal, et même s'il y a effectivement une tendance à un supporterisme un peu piqué au foot, ce que l'on voit en France là en ce moment, ça reste, on est obligé d'avoir un rapport un peu détaché. Enfin, je veux dire, je suis jamais allé à Orlando de ma vie, tu vois, et je suis même pas sûr que j'irai un jour. Je préfère la Disneyland Paris qu'à Disney World. Je sais pas. La Floride m'attire pas du tout, en plus. Il y a trop d'alligators. Il y a trop de Floridiens, surtout en Floride. C'est surtout ça le problème. Et il y a presque autant d'alligators que de Floridiens. Ça, c'est quand même vraiment problématique. Mais voilà, ouais. Je pense que c'est un rapport normal, Robert. Ne t'inquiète pas si d'une année à l'autre, tu peux aimer une équipe et la détester juste après, parce qu'il y a des joueurs qui ont un style de jeu que tu n'aimes pas. Voilà. Question suivante. Allez, question de notre très prolifique Flying Flo, qui nous envoie toujours plein de questions. On essaye d'en passer au moins à chaque fois. Le double F. Salut la Team BS, la LNB a récemment annoncé une nouveauté enthousiasmante concernant le prochain concours du Skills Challenge du All-Star Game 2024 de Bercy. Les deux finalistes devront s'affronter en 1 contre 1 sur demi-terrain au meilleur des 3 manches après le parcours initial habituel.
Les détails de cet alléchant concours ont été dévoilés par la First Team et les 4 joueurs LNB sélectionnés sont Eli Okobo, Nadir Rifi, TJ Short et TJ Campbell. De nombreux fans espèrent déjà que cette innovation française inspirera Adam Silver et sera transposée à l'édition du All-Star Game NBA. Cela vous semble-t-il possible, voire plausible? Et si oui, quel joueur de la Grande Ligue aimeriez-vous voir s'affronter sous ce format novateur? Je pense que les joueurs seront jamais d'accord pour faire ça en NBA. J'ai l'impression qu'ils vont tous penser, à part les trois candidats potentiels au titre de MVP chaque année, je pense que tous les autres vont se dire j'ai plus à perdre qu'à gagner, jamais je le ferai. Et ça s'est fait par le passé. Sur YouTube, vous pouvez chercher, il y a des vidéos encore notamment il y avait un Julius Erving contre Karim Abdul-Jabbar, dont tu peux encore voir les actions de 1 contre 1. L'idée est cool, mais je vois pas la NBA. Je vois pas les joueurs NBA accepter de faire ça. Les stars vont pas le faire en fait. Il va y avoir les jeunes, tu sais, il y aura Kevin Pritchard face à Peyton. Face à Christian Brand. Peyton, pardon. Mais il a une tête à s'appeler Kevin, je reconnais. Mais non, mais c'est à cause du GM. C'est à cause du Oui, GM. je sais. Non, mais il y aura tu sais, au mieux, il y aura Tyrese Maxey, Jared McCain. On n'a qu'à faire jouer les Sixers entre eux, puis on voit qui gagne. Les Sixers, ils diront non à tous les joueurs. Ils ont trop de blessés. Ils accepteront qu'aucun joueur participe à ça, quoi. En tout cas, l'idée est cool. Moi, je la trouve cool. Je sais pas non plus si ça se fait en NBA. Et une petite précision qui n'a rien à voir, mais je propose qu'on arrête de se faire appeler la Team BS parce que c'est quand même un truc qui a existé musicalement parlant. Et c'était un groupe qui réunissait Lafouine et Fababy. Donc... Tu me l'apprends. Donc voilà, je l'apprends. Très bon. C'est la Team Rivers, à la limite, la Team Basket Session. Où... je pense qu'on devrait trouver un nouveau surnom pour nous. Voilà. Et du coup, vas-y, t'as pas donné ton avis encore, Shai. Ah non, mais moi j'aimerais bien voir ça. Par contre, je pense comme vous qu'en NBA, il y aura trop de business decisions et qui voudront pas du tout être exposés devant du public si ça se passe mal pour l'un d'entre eux. Mais dans l'absolu, des joueurs un peu qui ont du handle, un Kyrie contre un autre joueur. En fait, j'aimerais bien voir un fort attaquant contre un fort défenseur, en fait, parce que sinon, si tu prends que des forts attaquants, ils vont s'éliminer mutuellement et rien de très intéressant sur du 1-1. Mais pourquoi pas. Par contre, je suis d'accord, ça arrivera jamais. C'est bien, par contre, que la France tente des trucs novateurs et peut-être que la NBA s'en inspirera. Tu voulais dire, Théo, pardon? Non, j'allais dire que sinon, j'avais deux 1 contre 1 que j'aimerais bien voir quand même. Ouais. J'aimerais bien voir Gershon Yabusele face à Dennis Schroeder pour régler les comptes France-Allemagne une bonne fois pour toutes. Et un petit Jalen Brown face à Jason Tatum. Je pense que ça pourrait faire le buzz. Pas mal. Pas mal du tout, effectivement. Tu veux diviser, toi, encore. Je tiens à dire qu'au Celtics, il n'y a pas 2 têtes. Il y a quand même un joueur plus fort que l'autre aussi, Shai. C'est pas juste plus médiatiquement. Ça me fait un peu de peine pour Tatum. Ça fait 10 minutes qu'il garde ça en tête. Non, mais c'est vrai, très sincèrement, Tatum, c'est quand même le meilleur joueur des Celtics, quoi. Je suis pas un grand fan de Tatum. Il est plat, je reconnais. C'est pas un joueur très excitant, mais c'est quand même le mec le plus fort de leur équipe. Mais moi aussi, je trouve que c'est le meilleur. Mais il y a un fonctionnement pour moi qui est en temps. Oui, non, mais bien sûr, je sais. Il y a plein d'équipes où. T'as raison. C'est incontestable. Mais je trouve aussi que Tatum est le meilleur des deux. Mais quand le numéro 2 est aussi fort et proche du numéro 1, entre guillemets. Ça, non, je suis d'accord. Pareil pour Banchero Wagner, je trouve. Bon, c'est un cran nettement en dessous, mais non, mais dans l'idée, t'as le droit de défendre Jason Tatum, t'inquiète. Personne ne t'en voudra. Question de coach, attention. Alors, d'abord, petit récit d'expérience de la part de Bob the Blond. Je me trouve dans une zone floue entre 30 et 40 piges et j'ai pris par défaut le rôle de coach dans mon équipe locale. Ça, il y en a qui l'ont vécu quand même, par défaut le rôle de coach. Faute d'avoir un retraité du basket qui vient faire du bénévolat 1 à 2 fois par semaine pour gérer une équipe qui casse plus souvent ses propres chevilles que celles de ses adversaires. Je joue en senior depuis une quinzaine d'années sans avoir joué à haut niveau. J'ai un minimum de notions et essaye de mettre en place quelques principes de base pour être compétitif, entre guillemets. Le début de saison se passe plutôt bien, 5 victoires, 1 défaite, notamment grâce à des titulaires qui ont joué un peu plus haut. Arrive le dernier match contre la Lanterne Rouge, toujours sans victoire. On repose nos titulaires, on est 15, soirée tranquille en prévision. Eh bien pas du tout. Et c'est là que le drame commence. De nature habituellement calme et philosophe, je me retrouve rapidement très frustré par le niveau proposé dans le premier quart-temps. Bien que tous basketteurs, on a un effectif avec un mélange de gars sortant de junior et des revenants de 35-40 ans. On propose une compilation, ouvrez les guillemets, à montrer dans toutes les écoles de basket, mais pas pour les bonnes raisons. Liste non exhaustive, écran retard inexistant ou portant trop bien leur nom, backdoor permanent, allez-y messieurs, la porte du jardin c'est par là, aide défensive aussi malheureusement nécessaire qu'absente, shoot en première intention digne d'un non, je voulais faire une feinte sur 2K,
mouvement de balle à 2 balles, coéquipier qui se trouve autant d'excuses que ton pote qui s'est fait griller au loup-garou, et j'en passe. Bref, j'ai littéralement pété un plomb, alors encore sur le terrain, incendié tout le monde un par un, dont l'arbitre. Et après avoir pris une technique, je me suis mis moi-même sur le banc, le regard dans le vide, en me disant, mec, t'es papa, t'as un job à plein temps, pourquoi tu te mets dans un tel état pour un match comme ça? Finalement gagné sur le score de 42-38. Donc mes questions par rapport à ça, à Théo et Antoine plutôt, désolé Shai, est-ce que vous avez déjà testé le statut de joueur-coach? À part Bill Russell, chaud d'être performant, non? Et c'est quoi les trucs qui vous rendent les plus fous sur un terrain? Est-ce que du coup vous avez aussi des moments d'énervement totalement excessifs par rapport à la situation? Alors, joueur coach, pardon, je l'ai fait une de mes dernières saisons quand notre coach avait des problèmes de santé, donc c'est moi qui l'avais remplacé, mais je m'étais peu mis en jeu en fait. J'étais plus coach que joueur. Par moment, j'avais joué un petit peu. Je jouais meneur à ce moment-là, donc j'avais joué un petit peu pour remettre un peu en place vite fait. Enfin, c'est pas pour jeter des fleurs du tout, mais parce que voilà, fallait remettre un petit peu en place nos principes de jeu, mais c'est tout. Dans ces cas-là, j'ai plus coaché. C'est très très dur de faire les deux. Hein. Je sais pas si c'est vraiment. Enfin, à part si tu t'appelles LeBron, tu peux pas vraiment faire les deux à haut niveau, pardon. Mais sinon, les trucs qui me rendent fou. Alors, je vais pas faire un. Non, bon, il y en a. S'il y en a deux. La 12. Où je peux m'énerver vraiment, c'est manque d'effort. Parce que ça, c'est pas acceptable en fait. On a le droit de se tromper, on peut se planter, on peut avoir une absence. Par contre, le manque d'effort, notamment défensif, ça, je pense que c'est acceptable à aucun niveau. Et c'est juste en fait de gueuler pour ça en fait. Voilà. Alors que je suis pas du genre à gueuler, mais pour ça, je peux gueuler. Et sinon, ceux avec quoi j'ai le plus de difficultés quand même, c'est alors, je veux pas dire que c'est facile ce que je vais dire, mais parfois j'ai quand même du mal avec l'arbitrage, pas parce que c'est des mauvais arbitres, mais souvent parce qu'ils manquent d'expérience et que souvent, en fait, les jeunes arbitres manquent tout simplement de culture basket et ils peuvent connaître le code de jeu, mais pas forcément connaître l'esprit du jeu. Et certes, ça m'embête je veux pas faire un laïus là-dessus, mais faites tout simplement. Comme les joueurs en fait, qui manquent d'expérience, qui n'ont pas vu suffisamment de basket, il y a des arbitres qui n'ont pas vu suffisamment de basket parfois, et ça c'est un peu frustrant quand toi t'es compétiteur, des matchs ça peut se jouer à pas grand chose, et donc de voir je vais donner un exemple tout simple, mais qui se retrouve, que tu peux retrouver assez fréquemment quand c'est des jeunes arbitres, des fautes au rebond qui sont sifflées. Et au bout du compte, tu vas pénaliser les deux équipes en fait. Tu vas pénaliser l'équipe à qui tu as donné une faute, parce que finalement c'est juste deux personnes qui sont allées au rebond. Tu vas donner une faute à une équipe, et de l'autre côté, le rebond a été capté, peut-être que tu vas empêcher une équipe de pouvoir jouer le jeu rapide, le jeu de relance, et c'est un exemple qu'on retrouve assez facilement. Voilà, ça c'est pas cet exemple-là en particulier, mais voilà, le manque de cohérence, dans l'arbitrage, c'est un truc qui peut vraiment me faire vriller. Mais voilà. Antoine, je sais pas si... Les coachs joueurs, moi, ça me rend fou. Non, pour de vrai, c'est vrai, j'ai que des mauvaises expériences avec les coachs joueurs. Après, je suis d'accord avec toi, Théo. En fait, un coach joueur, c'est qu'il est plus coach que joueur, quoi. Sinon, moi, je trouve ça dingue. Moi vraiment, là, faut pas trop me lancer, mais non, les mecs qui se font jouer longtemps ou qui se font jouer longtemps qui sont persuadés qu'eux apportent à l'équipe, ceux qui ça fait bizarre aussi quand tu te fais engueuler justement sur un effort ou sur un truc, quand tu vois que ton coach joueur lui-même il te montre pas l'exemple, tu vois, des trucs comme ça. Moi là, ça je peux pas. Ça, en fait. Ça sent le vécu. Hein. Ouais, il y a du vécu là-dedans et je peux te dire même, je pense que là, ce serait un de mes critères de sélection d'un club. Tu vois, j'arrive et tu sais, premier entraînement, et le mec il me dit ouais, je suis coach, je joue un peu. Je sais déjà que dans ma tête, je sais déjà, ouais, peu importe comment ça se passe l'entraînement, toi mon pote, tu vas jamais me revoir. Tu vois, je peux plus. C'est devenu éliminatoire. Chacun son rôle, tu vois. Pardon, j'allais dire une dinguerie, mais ouais, un coach, des joueurs, voilà. Et ça, je trouve ça mieux. Après, un peu comme Théo, c'est vrai que le manque d'effort. Mais tu vois, même dans le manque d'effort, je vais mettre une nuance. Je suis bien sûr, c'est le manque d'effort en général, mais tu vois, des fois, par exemple, t'es cuit ou tu vois que quelqu'un où t'es moins dedans, tu vois, des trucs comme ça, même ça je peux tolérer en vérité, tu vois, genre t'es un peu moins dedans donc t'es un peu moins dur, tout ça je peux tolérer. Ce que j'aime pas, c'est ceux qui essayent même pas en fait, c'est quand il y a même pas l'essai, parce que si t'essayes et que t'es pas assez dur, bon, tu vois, ça peut, je peux l'accepter. Je connais des mecs et il y en a un ou deux dans mon équipe aujourd'hui,
t'as des mecs, clairement, ils défendent pas. Genre, quand le jeu se passe de ce côté-là, il n'y a pas d'intérêt, tu vois. Tu fais acte de présence, mais les Jordan Poole de ce monde, ça, moi, j'ai plus de mal, tu vois. Parce que tu pénalises tout le monde. 5 défenseurs moyens, c'est mieux que 4 très bons défenseurs et un mec très nul. À part si c'est vraiment des défenseurs que Golgoth avec des longs bras qui vont pouvoir recourir. Mais sinon, un trou dans une défense, surtout si tu défends en zone, même en homme-homme, en fait, ça change rien. Un mec qui défend pas, qui a décidé qu'il défendrait pas, ça peut te rendre dingue, ça peut te niquer tous tes efforts. Et ça généralement, ça me pique un peu. Ça me titille, tu vois. Moi, c'est des joueurs qui. J'ai déjà eu des coéquipiers comme ça, hein, au foot, donc pas au basket, mais pour lesquels du coup, le résultat et la performance collective passent au 18e plan. Et si eux ont fait un bon match, il n'y a pas de problème. Je me rappelle d'un match, ça m'avait rendu fou. C'était en moins de 15 ans. On prend une volée à Sarcelles à l'époque, qui était une super équipe en moins de 15. Je sais plus, on prend genre 5. Il y avait 5-0 à la 89e minute, genre. Et notre attaquant, il met un but, enfin, mais vraiment le but d'escroc, 5-1, tu sauves l'honneur, et encore, c'est. Et il allait célébrer au poteau de corner et commençait à. Genre, ça y est, j'ai fait mon truc, parce qu'il s'était mis un objectif de but. Genre, il faut que je mette 15 buts dans la saison, comme ça je remplis mes objectifs et tout. Et ça, ouais, là, les gens qui ont vraiment juste un agenda personnel. Et du coup, on peut le voir en NBA, des mecs qui font leurs stats, mais qui s'en foutent si l'équipe perd ou gagne au final, ou si leurs coéquipiers sont contents. Enfin, il y en a quand même quelques-uns, on pourrait les cibler. Hein, mais ouais, ça j'ai beaucoup de mal. Et puis après, sinon, oui, des sentiments d'injustice, parfois quand c'est avec des arbitres, mais je m'aperçois quand même souvent de plus en plus avec l'âge que ce que j'identifie comme. Enfin, quand je pète des câbles contre un arbitre, c'est aussi souvent quand moi je m'en veux à moi-même et que je perds en lucidité et que j'arrive pas à me calmer alors que j'arrive pas à bien jouer. Enfin, voilà. Et que du coup, j'encaisse moins bien les erreurs arbitrales qui sont en général très très humaines. Voilà. Et j'ai jamais vu. Alors, les joueurs coach en foot, j'en ai quand même pas vu beaucoup, où c'était vraiment contraint et forcé parce que le coach titulaire, le coach habituel n'était pas là exceptionnellement, ou parce que. Mais j'ai jamais fait une saison entière avec un mec qui faisait joueur coach. Moi, à moins que ce soit Zidane, j'accepte pas, quoi. Enfin, c'est pas possible. Voilà. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. C'est pour ça que moi, le moment où c'était vraiment juste pour pallier l'absence de notre coach qui me donnait ses séances. C'est moi je faisais les séances j'appliquais les séances qu'il nous donnait et puis derrière, je coachais. Mais comme toi, Antoine, tu peux pas faire les deux. Et en plus, je trouve que sur toute une saison, c'est trop compliqué. Tu te mets trop en danger, en fait. Parce que c'est ce que tu disais, Antoine, tu vas réclamer des choses aux gens. Et toi aussi, tu vas faire des erreurs sur le terrain. Du coup, tu es encore moins légitime. C'est encore plus dur d'être légitime quand tu vas vouloir recadrer des choses. Il faut être Bill Russell pour le faire, c'est tout. Les entraînements, pour le coup, ça me gêne moins, tu vois. Enfin, ça me gêne pas, en fait. C'est même pas ça me gêne moins. Que le coach participe, oui, ça va. Non, oui, ou même tu sais que, par exemple, ça c'est déjà arrivé, ton coach, il est pas là, c'est un peu le relais, soit le capitaine, soit le relais technique qui prend en charge la séance. Ça m'est même déjà arrivé là à Munich avec un pote à moi. Et là, ça me dérange pas du tout, tu vois. Au contraire, ça peut être intéressant, mais c'est vraiment juste, c'est le contexte des matchs, un coach, des joueurs, tout se passera bien. Ne mélangeons pas tout. Question de Rudy, pas Rudy Gobert, hein, je suppose, hein, mais j'ai une question qui vous est adressée personnellement, mais à laquelle vous pouvez tenter de répondre plus largement. Alors, c'est un petit scénario. Les dieux du basket se sont penchés sur votre berceau et vous devez à présent choisir quelle sera votre carrière, mais vous n'avez que 2 choix. Le premier fait de vous une superstar de la NBA, un top 10 player, et ce, sur plusieurs années. Seulement, comme beaucoup de stars, vous n'avez pas la garantie que votre front office sera en mesure de vous bâtir régulièrement une équipe pour gagner le titre, et la compétition sera très rude pour soulever le trophée. Dans le second scénario, vous êtes un role-player élite, efficace des 2 côtés du terrain, le genre de joueur qui trouve une place dans toutes les rotations et que les GM scrutent en permanence. Si vous faites les bons choix, vous serez régulièrement dans des projets intéressants avec de nombreuses opportunités de titres. Pour preuve, Steve Kerr, Robert Horry et autres Danny Green ont fait ce choix avant vous. De manière personnelle, que choisissez-vous et pensez-vous qu'il est peut-être plus simple de gagner plusieurs titres aujourd'hui en étant role-player que superstar dans la NBA actuelle? Le scénario, c'est ce qu'on aurait préféré pour nous-mêmes, c'est ça? Vous avez entre superstar de la NBA, avec les difficultés que ça comporte, et role-player élite, avec les avantages et les difficultés que ça comporte aussi. Alors, pour cette question-là, en fait, bon, tout le monde rêve d'être une superstar, mais je pense que être un bon spécialiste, c'est peut-être ce qui, moi, me correspondait le mieux dans les équipes dans lesquelles j'ai joué. Je pense que c'est dans un rôle précis comme ça que j'aurais pu... voilà, que je me suis... je sais pas comment dire...
Voilà, c'était plus taillé pour moi, en fait, simplement de voir. Je pense pas que j'avais le statut pour être, ou le style de jeu pour être la superstar de mon niveau ou de mon équipe. Donc, ouais, le côté role-player, voilà, responsabilisé avec un vrai rôle, tu sais ce que tu dois faire, ça me serait allé. Pour la question des titres, c'est une bonne question, ça. Je sais pas qui est le joueur en activité qui a gagné le plus de titres actuellement. Bah si, c'est forcément des mecs des Warriors, j'imagine. Bah, ça doit C'est être. Clay Curry, ils en ont 4. Ouais, Clay Curry 4, je pense qu'il n'y a pas. Et Green, donc Green, c'est ouais. ça, ouais, parce que sinon c'est LeBron, c'est quoi, il y a que eux, c'est eux qui ont gagné le plus de titres. Je sais pas s'il y a d'autres role-players qui ont gagné beaucoup de titres avec différentes franchises, tu vois. Ils Il y a sont- Danny Green qui sont- a dû être à Ouais. 3, tu vois, des mecs comme ça. Ouais, Mais bon, il vient de prendre sa retraite. C'est des joueurs qui sont passés à la fois par Toronto et peut-être Golden State. Patrick McCaw, il n'en a pas gagné 3 de suite. Tu vois, il y a des mecs comme ça. Ouais. ouais. Oui, t'as raison, ouais. C'est pas si simple, puis il faut réussir à Non, faire je les pense que bons c'est pas choix. si Quoi. simple, ouais. Et après, sur un point de vue carrière, mieux vaut être une superstar, hein. C'est quand même toi qui prends ouais. l'argent, qui décide ce que tu veux faire. Vas-y, pardon, je t'ai coupé la parole, Antoine. Non, pas du tout. Non, t'inquiète. Bah, moi, en fait, moi, c'est tout simplement comme toi. C'est sûr que si individuellement, j'ai jamais pu, enfin, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas ce qu'il faut pour être la star de mon équipe à mon niveau, quel que soit le niveau. Mais du coup, ça me parle plus. Je dirais quand même que j'ai pris plus de plaisir, je pense, dans des équipes où lié à mon style de jeu, du coup, moi, j'ai pris plus de plaisir quand il y a des mecs forts autour de moi. Ça m'emballe plus. Donc, quand il y a un projet où tu es dans une équipe compétitive et qu'il y a une certaine qualité de jeu, moi, c'est plus intéressant. Mais maintenant, si tu me demandes à l'échelle de la NBA, si je mène une carrière, on oublie Antoine et juste tu me demandes l'attrait, je vais répondre comme Théo. Pourquoi j'aurais pas envie d'être une superstar, en fait, tu vois? Même si tu me dis je vais jouer à Charlotte et à Chicago toute ma vie, bah, je vais prendre plein de thunes et je vais être une star, quoi, de cette ligue. Donc, tout le monde est attiré par le rôle principal du film, tu vois, d'une certaine manière. Donc, Moi, je pense qu'en termes de carrière, j'aurais dit superstar, mais... Moi, je pense... Enfin, moi, j'aime pas être le centre de l'attention. Je pense que j'aurais pas aimé les responsabilités qu'incombent aux superstars. Toute la tension médiatique, le fait d'être tout le temps irréprochable et tout. Je sais pas si ça aurait été... Bon, l'argent peut permettre de compenser, mais je sais pas. Moi, pareil, j'ai toujours été... J'ai très, 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 très rarement été le meilleur joueur de mon équipe quand même au foot. J'ai toujours eu des joueurs assez forts. Par contre, les quelques fois où je me suis senti le meilleur sur le terrain, c'est des sensations quand même particulières. Je pense qu'il y a quelque chose de jouissif, je pense, pour les stars NBA. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de le dire. Eux, ils sont branchés comme ça. C'est-à-dire, je pense à tout instant que je suis le meilleur joueur sur le terrain. Et parfois, c'est des mecs qui ne le sont pas du tout, hein, mais ils ont cette mentalité-là. Et juste, je sais pas, quand toi, tu sens que tu prends le dessus sur l'équipe adverse, c'est toi qui mets les buts décisifs ou quoi. Alors, ça arrive de temps en temps. Au basket, c'est toi qui mets les paniers de la gagne. Ou au foot, tu mets le but. Ça, c'est déjà arrivé. Et c'est vrai que la sensation d'avoir été décisif, indispensable, c'est quand même sympa. Alors après, pour l'assumer au quotidien, parce qu'il y a aussi les jours où tu ne l'es pas, où du coup, tout le monde attend après toi et tu n'arrives pas à satisfaire les attentes. Ça j'aurais du mal à supporter. J'aurais pas aimé cette pression. Donc, role player efficace, apprécié, plus reconnu que connu, ça me va très bien. Nice. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? T'as pas un dernier petit jeu pour finir, peut-être, Shai? Est-ce qu'on a un dernier petit jeu? J'en ai pas mis de côté, outre ceux qu'on avait là. Je te mets dans les problèmes, là. Tu me mets dans les problèmes. Après, je peux vous en trouver un rapidement parmi ceux qu'on nous a proposés il y a quelques semaines. Hein. Est-ce qu'on a un petit start bench cut? On doit en avoir. Ça, c'est sur les joueurs. Ouais, je perturbe ton planning. C'est moi qui met la merde si vous voulez, dans Vous l'organisation. savez quoi, n'hésitez pas à en envoyer à l'adresse mail. On peut se faire une semaine où on fera un spécial avec que des start bench cut que vous nous aurez proposé, un peu comme on a fait dans la late session. Mais là, on va finir peut-être sur une dernière question. Et effectivement, ce sera peut-être plus simple. J'en avais noté une. En particulier, question de Sébastien, qui a deux questions en une, comme ça nous permettra de finir proprement. Question de Sébastien, première question WNBA concernant l'arrivée la saison prochaine de Rachid Méziane. J'adore son approche en tant qu'ex-assistant l'entraîneur assistant coach de l'équipe de France à l'époque, avec Villeneuve d'Ascq puis la Belgique. Pensez-vous que comme pour les joueurs et joueuses, nous allons avoir les années prochaines une arrivée massive d'entraîneurs français en WNBA et NBA à différents postes? En gros, est-ce que ça va aider à amener plus de techniciens et de joueurs ou joueuses en NBA ou WNBA?
J'avais une question supplémentaire pour toi, Shai. Ouais. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a un coach européen qui devient automatiquement direct head coach d'une franchise Absolument. WNBA? C'est ça? C'est la Parce première qu'en fois de NBA, l'histoire. avant David Blatt, ça s'était jamais produit. Et si je me trompe pas, ça s'est pas produit depuis d'ailleurs. C'est quand même extrêmement rare, quoi. C'est la première fois qu'un coach européen accède à la position de head coach. Et alors, du coup, pour commencer à répondre à la question, moi, je ne pense... Ça va dépendre de ce que va faire Rachid Méziane, qui a du coup une énorme pression, je trouve, parce qu'il va devoir prouver que les coachs européens et français sont capables de mener des équipes vers... alors, peut-être même vers le titre, parce que Connecticut, c'est une des meilleures équipes de la Ligue. Mais il faut se rendre compte de ce qu'il a dû faire pour avoir accès au poste, parce que Rachid Méziane, donc il est coach de l'une des toutes meilleures équipes du monde chez les filles, la Belgique. Il a dû quand même gagner une compétition et être un peu médiatisé parce que ça jouait bien. Il a dû aller en finale de l'Euroleague avec une équipe qui était un total outsider, gagner le championnat de France aussi. Enfin, il a dû faire beaucoup de choses avant d'être quand même reconnu. Je suis pas sûr que ça fasse un appel d'air et qu'il y ait beaucoup de coachs. Alors, si ça fonctionne, s'il arrive à être performant tout de suite avec le Sun, c'est génial et je pense que là, peut-être que oui. Pour les joueuses, chez les filles, ça a déjà commencé et je pense qu'il y aura de plus en plus de joueuses internationales. Ouais. Ça, c'est déjà le cas. Et plus les joueuses seront performantes, plus on aura. Ça me paraît évident. En tout cas, ça fait super plaisir pour Rachid Méziane. C'est génial. Qui avait quand même été largement, on peut le dire, Shai, snobé par, totalement snobé. Par la fédération après le départ de Valérie Garnier. Merci, ouais. Ouais, totalement snobé. Et il a rebondi avec la Belgique, il a repris le bébé derrière. Alors, il y avait déjà du bon travail qui avait été fait, mais je le dis à chaque fois, je fais ma propagande sur le jeu de la Belgique, mais c'est un régal à voir jouer. C'est un régal de voir jouer Villeneuve aussi, d'ailleurs, qui, je le rappelle, n'avait pas une équipe avec le même star power que d'autres énormes équipes d'Euroleague avec toutes les stars de WNBA. Donc, c'est un excellent coach et je prie pour que ça fonctionne bien pour lui au Sun, qui est en plus mon équipe préférée en WNBA. Donc voilà, c'est génial. J'espère que ça va le faire. C'est Shai qui a pris le GM en otage dans sa cave. Personne n'a de nouvelles du GM du Sun depuis 2 semaines. Il est dans le 95. C'est ça. Et donc Sébastien avait une deuxième question qui n'a rien à voir, mais que je trouvais intéressante. Basket fiction, vu que vous êtes souvent sollicité pour ce type d'exercice, Teddy Riner a dans une interview raconté qu'il avait été approché à son arrivée à l'INSEP pour s'essayer au basket. Imaginons dans un monde parallèle qu'il accepte et devienne un Shaquille O'Neal à la française. Quels autres sportifs, à part lui, toutes nationalités confondues si vous voulez, verriez-vous être de bons basketteurs? Armand Duplantis, la Sarre de la Perche, par exemple, il suggère ça. Et inversement, quel basketteur aurait pu exceller dans un autre sport, même si Wembanyama est fort au ping-pong, entre parenthèses pour Antoine, est-ce qu'il aurait pour autant été un champion au triple saut? Je pense que LeBron aurait été fort dans plein de sports. Ah ouais. Il y avait, vous vous rappelez l'article, voilà, il y avait l'article sur LeBron aurait pu en je sais pas, en 6 mois, il avait dit. 6 mois. Ouais, c'est peut-être un peu abusé. 6 mois, c'est abusé, mais il aurait pu être fort dans plein de sports, foot américain, handball, rugby. Il y aurait eu pas mal de trucs volley. Après pour. Ouais, volley. De toute façon, c'est un athlète tellement hors du commun. C'est un peu comme si tu dis si Jordan avait fait de l'athlétisme, tu sais, il y a tout un tas de disciplines dans lesquelles il aurait pu être extraordinaire. Il sprintait fort, Jordan. Et ses temps à la fac étaient assez incroyables d'ailleurs. Sur 100 mètres, c'était assez exceptionnel. Et ça marche sans doute du coup dans l'autre sens. Il y a des joueurs de volley ou de handball qui auraient pu être de très bons basketteurs. C'est vrai qu'on se le demande pas trop, mais au niveau des gabarits, par contre, au volley et au handball, la taille des athlètes, elle a grimpé. Ils ont quasiment tous des tailles de basketteurs maintenant. Il n'y a plus vraiment de petits, à part les libéraux, là. Et encore petits, si ça, ils font 1m80, quoi, mais ça a beaucoup changé. Ce qui est dur dans l'autre sens, c'est que le basket est quand même un sport tellement technique, il y a un tel travail que tu dois acquérir de manipulation de ballon, etc., que parfois c'est dur de savoir si un athlète hors du commun d'une autre discipline aurait pu acquérir aussi tout ça. Je trouve ça pas simple de s'en rendre compte, quoi. Ouais, on doit partir d'abord du potentiel athlétique, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, ils ont l'avantage d'avoir pu souvent pratiquer plusieurs sports, des sports US en général. Donc, ils savent dans quelle discipline ils sont bons. Il y en a plein il y a eu des passerelles, foot US, tu disais Antoine, baseball parfois aussi. C'est plus dur de les imaginer. Il y a aussi des joueurs de foot US qui ont été de bons basketteurs chez les jeunes aussi, d'ailleurs, entre les Mahomes et tout. Ce que j'allais dire, moi, je me rappelle. Basket aussi, pardon. Oui. Non, t'as raison, Cyril Gann, t'as raison. Je me rappelle avoir vu jouer Julius Peppers, qui est récemment entré au Hall of Fame, si je me trompe pas, du football américain. Il jouait à North Carolina avec Vince Carter. Moi, je l'ai vu jouer. Il jouait power forward à l'époque. Là, c'était. Ouais, il y en a plusieurs. T'as raison. Ou même Howard Isley qui avait eu
Iceman Trophy, et ça, Iceman Trophy, hein, c'est ça, Ouais. du meilleur quarterback, et finalement qui a choisi le basket parce qu'il pensait être trop petit effectivement pour pouvoir lire au-dessus des lignes de défense, et qui a choisi le basket, qui a fait une carrière de basketteur très honorable. Il y en a plusieurs, quoi, effectivement. C'est stylé quand même de te dire, t'es professionnel dans un sport, mais t'es fort dans un autre. Pat Connaughton était pro dans 2 sports au début de sa carrière. C'est ça? Baseball, Ouais, ça, non? Baseball aussi, je crois. Où il était pro, je sais plus s'il était pro ou si juste Danny, pas qu'il avait le double cursus. Danny Ainge, j'y pouvait, il a été drafté Danny dans Ainge, les deux, c'est ça, ouais. il a joué même. Ouais. Il a joué au baseball avant de. C'est Red Auerbach qui a réussi à, comme d'habitude, à filouter pour pouvoir le récupérer pour le basket et faire casser son contrat avec la MLB. Mais ouais, si, il y en a plusieurs dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, tu as raison, Shai. Ils ont l'opportunité quand même de jouer plus longtemps. Oui. Même un joueur comme Allen Iverson avait même comme projet de pouvoir jouer à la fac les 2 sports avant qu'il ait ses problèmes de extra basket qui ont failli lui coûter sa carrière tout simplement. Nous, on peut pas vraiment faire ça, nous, hein. C'est-à-dire qu'à un certain âge, moi, je faisais du tennis Très vite. à 10 ans, et puis après, ça tombe sur les mêmes jours que le foot. Tu dois choisir, en fait. Tu choisis dans lequel t'es le mieux, et puis c'est Puis même, bon, pas exposé à autant de sports, quoi. c'est ça, et si tu fais une filière, alors c'est pas professionnel, élite, on va dire une filière élite. Par exemple, si tu es au pôle d'Île-de-France de basket, tu peux pas, tu fais que du basket, t'as pas l'opportunité, ils vont pas te laisser aller jouer au foot en plus 2 soirs par semaine, même si tu es fort. Il y a aucun cursus en fait qui te permet de voir aussi longtemps, je pense, qu'aux États-Unis, si tu as la capacité potentielle de jouer dans 2 sports différents, quoi, à haut niveau en tout cas. Et s'il y avait un autre sport dans lequel vous auriez aimé, vous seriez pensé bon en plus du basket? Est-ce qu'il y en a un Bon. seulement? Ouais. Après, moi j'ai fait plein de sports, hein, j'étais nul dans tous. Le basket, c'est pas que j'étais bon, mais j'ai pas lâché l'affaire, donc j'ai fini par progresser. Je pense pas que j'aurais été forcé, je pense pas que j'ai d'aptitude particulière, même pour le basket, hein. Je pense quand même que c'est le fait de comprendre parfois un peu mieux que les autres ce que le coach demandait qui m'a permis de jouer. Non, j'aurais bien aimé. Il y a quelques années, je m'étais essayé au jiu-jitsu brésilien que j'avais vraiment bien aimé. C'est un sport, c'est un sport que j'aurais aimé découvrir plus jeune. Et je pense qu'on aurait pu être complémentaire du basket en plus. Je pense pas que j'aurais été bon, mais ça m'aurait plu de voir ça. Moi, je pense la course de fond, j'aurais été bon. C'est sûr. Si je m'entraînais vraiment, j'aurais eu un petit potentiel sympathique, mais ça m'ennuie comme pas possible. Et il faut dire les choses, hein. Et après, que j'aurais bien voulu jouer, dans lequel j'aurais pu jouer, mais je pense, parce qu'on en a parlé, mais c'est le volley, tu vois. Au final, tu retrouves des. Après, pareil, c'est un sport technique, mais je pense si j'ai commencé tôt, t'as quelques passerelles avec le basket, hein, à peu près. Mais bon, voilà. Mais je pense pas que j'aurais été bon, quoi. Bon, c'est un grand mot. Déjà, essayer d'être bon au basket, c'est c'est déjà pas facile. Ouais, c'est déjà rare. Alors, si en plus, il faut que je sois bon dans un autre sport, je peux déjà être bon dans mon sport. À part le foot, du coup, et le basket. À part le foot, ouais, mais le basket, hein, quand je le pratique, voilà, j'ai commencé trop tard, et même au niveau gabarit, il aurait fallu que je sois un surdoué du handle pour être vraiment performant. Moi, c'est plus les sports de raquette. J'étais bon au tennis quand j'étais plus petit. Et on en parlait dans la late session, je crois, mais je trouvais vraiment de façon totalement pas modeste, je pensais vraiment que j'étais fort au squash, en fait. Parce qu'il y a une année au lycée, on avait ça dans les menus du bac, on a pu choisir, où il y avait squash, et je gagnais. Enfin, je me souviens pas d'avoir perdu, en fait. Tellement j'aimais ça, et ça convenait parfaitement à mon gabarit, mon cardio et tout. Et voilà. Bon, après, c'est pas un sport très populaire, bien que les Français soient plutôt bons dedans, mais j'ai jamais pu y rejouer, quoi. Enfin, c'est pas si accessible que ça, et j'avais pas le temps. Mais ouais, moi, ça aurait plutôt été les sports de raquette, je pense. Mais le rêve, j'aurais adoré être bon au basket. Ça aurait été le kiff. Nous aussi, hein, t'inquiète. Ouais, c'est toujours mon rêve, hein. Des fois, j'y pense, hein. Je me dis, putain, ce serait cool. Voilà pour cette semaine, les gars. Je garde vos questions de côté. Il y en a plein de côté. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous les faire remonter. Vous le faites très bien, d'ailleurs. Il y en a certaines des questions qui ont été posées il y a quelques semaines et que vous nous avez renvoyées pour qu'on y réponde, et on essaie de le faire autant que possible. Donc, merci encore pour tout, pour vos messages et pour vos questions. Yes. Merci à tous. C'est vrai que j'oublie toujours que c'est à moi de faire la conclusion. Ça me surprend toujours quand Shai s'arrête un peu comme ça net. Et c'est vrai que c'est à moi de prendre le relais. Eh ben, écoutez, comme d'habitude, hein, vous avez été fidèles au rendez-vous. Donc, n'hésitez pas aussi demain, le Hoop Culture. Et on se retrouve lundi pour un CQFR du week-end. Ciao, ciao à tous. Ciao.
out there, and it's either play or get played.